En entendant le début de l'explication de cette matinée, je me suis dit, tiens, est-ce que je ne me suis pas trompée quelque part, parce que j'entendais que finalement je serais peut-être le point culminant, ou dans tous les cas je l'avais perçu comme ça, de l'aspect répressif. Or, dans les points que je voulais soulever avec vous ce matin, j'avais pensé parler brièvement de 3 projets menés en prison et qui ne s'orientent pas du tout vers l'aspect répressif, mais plutôt vers l'aide aux personnes toxicomanes. Alors, en entendant les 2 premiers exposés, je me suis dit, finalement, les choses ne sont pas aussi scindées que ça. C'est pas parce qu'on a une casquette qui représente la répression, ou parce que cette répression, ça représente peut-être pour le premier intervenant et pour moi, une bonne partie de notre travail, que rien d'autre ne peut se mettre en place dans ce cadre-là. Il ne faut toutefois pas être naïf. Le contexte dans lequel on travaille est quand même orienté clairement là-dedans et représente une partie du travail. Donc, je vais peut-être survoler très brièvement les 2 aspects en matière de répression, et puis je vais parler plutôt des 3 projets d'aide que j'ai connus pendant ma carrière. Peut-être je vais commencer par parler du contexte réglementaire dans lequel on intervient. Donc, par rapport à tout ce qui est addiction, toxicomanie, il y a deux mots importants de la loi de principe que je voudrais soulever, qui est la continuité et l'équivalence des soins. Donc ça, c'est le principe auquel on doit se référer, c'est-à-dire quand une personne entre en prison et qu'elle a à l'extérieur un traitement de substitution, l'idée, c'est qu'elle puisse avoir un traitement équivalent et qui continue en détention. Donc, c'est un principe qui semble important. Le deuxième cadre réglementaire dans lequel s'inscrivent les projets dont je vais vous parler, c'est la circulaire ministérielle de 2006 relative à la drogue, et qui définit finalement les axes de travail et qui prévoit que dans chaque établissement, à partir de 2006, il y a eu un groupe pilotage local drogue composé de personnes de l'institution, donc du chef d'établissement, de représentants du personnel pénitentiaire, du service psychosocial, du service médical, mais aussi des services externes, des services d'aide aux justiciables dont on vient de parler précédemment, et des services d'aide aux personnes toxicomanes. Alors, selon l'implantation de la prison, les ressources en la matière peuvent être évidemment très différentes. Maintenant, je suis à Bruxelles où il y a énormément de services externes. À Verviers, il y en avait moins, mais il y avait des services vraiment très impliqués en la matière. Et malgré ça, malgré finalement la présence de services, la charge de travail de chacun et les difficultés, notamment en matière de financement qu'on vient d'évoquer, font que les ressources sont parfois maigres, même à Bruxelles. Alors cette circulaire ministérielle de 2006, donc au-delà du fait de prévoir un groupe de pilotage local drogue dans chaque prison, elle prévoyait finalement, comment est-ce qu'on va agir? Quelles sont nos priorités? Donc, il y a eu un groupe au sein de chaque prison, mais il y avait également un groupe de pilotage central au sein de l'administration centrale qui réfléchissait aux politiques à mener en matière de drogue et qui transmettait sur le terrain finalement la vision des choses. Et inversement, le terrain réfléchissait à des initiatives qu'on puisse mener en matière de drogue et relayait au niveau central les initiatives. Et donc, dans ce cadre-là, avec l'aide d'un coordinateur drogue qui est maintenant décédé et que je regrette beaucoup, on a mené vraiment un projet très ambitieux à la prison de Verviers en 2007-2008. On s'est dit, tiens, c'est important pour nous, la drogue, pas seulement
parce que c'est interdit, c'est pas ça la question, mais aussi parce que on se rend compte que la prison, c'est un milieu à risque pour toute une série de personnes. Donc, on a évoqué, c'est sans doute facile ou très facile de se procurer de la drogue en prison, malgré les efforts des uns et des autres pour tenter d'éradiquer ce problème. Mais c'est aussi un lieu fragilisant parce que les personnes sont dans des situations de détresse, de difficulté liées à la souffrance de l'incarcération et sont parfois amenées à consommer pour la première fois en prison ou à aggraver une consommation qui n'était pas problématique jusqu'alors. Donc ça aussi, en tant qu'institution, ça nous fait réagir parce que au-delà de l'empathie qu'on peut avoir pour les personnes, il y a aussi la question de la responsabilité de l'institution dans l'aggravation d'un problème. Et quand je parle d'un problème, je ne dis pas que c'est un problème en soi de consommer, mais c'est un problème dans un cadre tel que la prison, et quand cette consommation, finalement, est là pour diminuer des souffrances. Enfin, ça ne me semble pas très positif. Donc, comment est-ce qu'on a réfléchi à ce premier projet à Verviers? On s'est mis autour de la table donc, dans ce groupe de pilotage local drogue et on a voulu changer vraiment le fonctionnement de la prison en se disant, ben voilà, on dispose à Verviers de 4 ailes, une aile où on mettait les prévenus et d'autres ailes où on mettait les condamnés, et il y avait un espèce de régime évolutif, si vous voulez. Et donc, on a déménagé l'aile où il y avait les prévenus, pour faire une section sans drogue. L'idée, c'était de mettre sur cette section, où il y avait une 70aine de détenus, des personnes qui n'avaient, à notre connaissance, évidemment notre connaissance est toujours limitée, mais pas de problématique drogue. En se disant, ils vont constituer finalement un milieu où il y a moins de tentation, où il y a moins de circulation de drogue. Et à côté de ça, à côté de cette section, on avait créé une petite section de maximum 10 détenus, où c'était uniquement des détenus qui souhaitaient s'engager dans un projet visant à arrêter la consommation de drogue. Donc il s'agissait uniquement de détenus volontaires, mais aussi sélectionnés. Donc on avait créé un groupe de travail pour voir, tiens, comment on va sélectionner ces détenus. Donc on avait analysé leur parcours et on avait fait des entretiens avec cette personne pour creuser avec eux la question, tiens, quelles sont leurs attentes vis-à-vis du projet, quelle est leur motivation et finalement, est-ce que leurs attentes sont réalistes et est-ce que le projet peut correspondre à ce qu'ils attendent. On avait aussi sélectionné le personnel qui allait travailler parce que le personnel pénitentiaire a une casquette répressive, mais l'agent pénitentiaire, depuis un certain nombre d'années, on insiste pour qu'il n'y ait pas que cet aspect contrôle, mais qu'il y ait aussi l'aspect d'accompagnement des détenus. Et donc, on voulait que ce soit du personnel pénitentiaire qui était sensibilisé à cette question de la consommation des stupéfiants et qui avait un esprit positif par rapport à cette problématique, c'est-à-dire, comment dire, c'est-à-dire de ne pas voir que l'aspect répressif. On a aussi travaillé avec les services externes à tout un projet d'activité et de suivi parce que on se disait que le désœuvrement, c'était sans doute le désœuvrement est important en prison et c'est sans doute aussi ce qui facilite l'abus de drogue. Et donc, on voulait proposer des activités en matière de réinsertion. Donc, tout un programme de formation, de remise à niveau, d'informatique, mais aussi des activités plus de sport et de relaxation pour favoriser finalement le bien-être, autant que faire se peut en prison, physique et mental. On a également travaillé avec des bénévoles qui sont venus faire des activités. Donc, ce projet a eu lieu pendant 1 an. Il
il a pris cours par la volonté du chef d'établissement d'alors et la volonté du groupe de pilotage drogue. Il a pris fin, sans doute parce que on a beaucoup parlé de chiffres et en matière de chiffres, c'était sans doute pas une réussite. Je veux dire ça comme ça. Parce que d'abord, on envisageait un groupe de maximum 10 détenus. Et ensuite, bon, on n'en a jamais eu 10. Et puis, voilà, il y a eu des départs de ce groupe, soit de la propre volonté des participants, soit parce qu'il y a eu des consommations. Alors, je me souviens qu'un service externe d'aide aux toxicomanes de l'époque disait ben, la consommation, ça fait partie du trajet de soins, finalement, ça fait partie du processus. Évidemment, en prison, on est peut-être, on est même certainement moins tolérant. Et donc, on avait envisagé d'accepter certaines consommations, mais pas jusqu'à un certain point, et pas quand la consommation amène un risque de trafic. Donc, voilà. Donc, il y a quand même eu quelques histoires où je pense que ce projet a été bénéfique dans leur parcours, même si 15 ans après, je ne sais pas ce qu'il en est devenu. Mais dans tous les cas, moi, je trouvais que c'était important parce que ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est une question d'être humain avant tout. Et puis, on ne sait pas, pour les autres personnes non plus, ce que ça a pu donner par la suite. Voilà, c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec nos critères à un moment donné que ça n'a pas été source de réflexion ou source d'espoir pour des personnes à d'autres moments. Premier projet dont je voulais vous parler. Après, voilà, la prison de Verviers a connu une fin, puisqu'elle est démolie depuis. Le deuxième, dont je vais parler brièvement, c'est un projet à la 8e gauche qui a eu lieu à la prison de Forêt en 2014. Donc, on s'est rendu compte avec mes collègues directeurs. On a eu les échos du service médical qui avait pas mal de trucs qui circulaient. Ça, c'est pas c'est pas le truc, c'est sans doute pas ce qu'ils ont dû nous dire à l'époque, c'est ce que moi j'ai retenu avec mon absence de compétences médicales. Mais donc on avait l'impression qu'il y avait des stupes qui circulaient et que manifestement les produits n'étaient pas non plus très très bons vu l'impact sur notre population. Et donc, on a rencontré les services extérieurs, toujours dans le cadre de ce groupe de pilotage local drogue, et on leur a fait part de notre crainte ou de notre point de vue. Et donc, ils ont mis en place avec nous un projet de sensibilisation des détenus sous l'angle de des réductions des risques. Donc, à l'époque, à Forêt, la 8e gauche, c'était une section où étaient des détenus qui étaient étiquetés comme toxicomanes et qui étaient suivis pour ça par le service médical. Et donc, ce projet, ça a été pendant X mois, voire années, de rencontrer 1 ou 2 samedis par mois, en porte-à-porte, donc de cellule à cellule, tous les détenus de cette section. Et donc, c'était un duo de services extérieurs. Je pense de mémoire qu'il y avait des intervenants de transit, de modus vivendi, de l'ambu forêt, du réseau hépatite C, et peut-être j'oublie l'un ou l'autre service, j'espère qu'ils me pardonneront. Et donc, ils rencontraient par deux les détenus pour parler avec eux de la réduction des risques de la consommation en prison et de ce que les détenus souhaitaient amener par rapport à ça. Donc il n'y avait pas un discours prévu, figé, une fiche technique, mais c'était plus un espace de dialogue. Et à côté de ça, un intervenant de Capiti, je pense que je n'avais pas cité Capiti, rencontrait le personnel pénitentiaire qui travaillait sur cette section, dans l'idée de se dire aussi, le personnel, il a peut-être aussi des questions, il a aussi des besoins de formation. Je dois sans doute me taire, je vais accélérer. Et donc, c'est important de pouvoir travailler en collaboration avec eux. Et donc, ce projet a eu lieu pendant des mois, plus d'1 an, je pense. Et je pense qu'il a pris fin parce que
le personnel pénitentiaire, enfin, on a souvent du manque de personnel et voilà, il y a sans doute eu des difficultés au niveau de l'institution pour pérenniser ce projet, mais la volonté des services a été de continuer. Et puis par ailleurs, la prison de Bruxelles a changé puisqu'en 2016, on est devenu la prison de Bruxelles, donc Saint-Gilles-Forêt-Berkendal. Alors à ce moment-là, l'annexe est partie de Forêt à Saint-Gilles, comme on vient de l'évoquer, mais la 8e gauche n'a plus non plus existé puisqu'on a fermé cette section pour des raisons d'infrastructure. Alors à Bruxelles, à Saint-Gilles et à Berkendal, il y a eu un projet drogue et détention, un projet pilote qui a eu lieu dans cette institution, mais également à la prison d'Asselt et à la prison de Lantin. Et là, le projet, donc, qui date de 2019, était plutôt de voir les détenus entrants pour faire un peu un screening en matière de drogue, voir s'ils éprouvaient des difficultés et s'ils souhaitaient une orientation. Donc c'était aussi plutôt quelle aide on peut apporter aux détenus, au-delà de l'aspect plutôt screening. Voilà par rapport à des projets, je dirais plutôt d'aide ou de réduction des risques en prison. Par rapport à l'aspect répressif, je n'en dirais que 2 mots. Il y a les chiens drogue, donc il y a une collaboration avec la police et avec, je ne sais plus le terme, de la personne qui accompagne le chien drogue, j'ai oublié, de la brigade canine, je ne sais plus exactement le terme. Donc ponctuellement, on peut faire des contrôles des détenus et des lieux de détention, donc des cellules ou des lieux de travail des détenus. On pourrait aussi faire des contrôles des visiteurs, mais à Bruxelles, on ne le fait jamais. Et donc ces contrôles-là visent finalement à plutôt avoir une connaissance, tiens, est-ce qu'il y a des stupéfiants en prison, et les prendre quand on les trouve, évidemment. La deuxième chose, c'est le disciplinaire. Donc en tant que directeur, tous les jours, moi et mes collègues, on a amené à voir des détenus qui ont eu un rapport au directeur, donc où un agent a constaté une infraction disciplinaire. Et ça peut être de découvrir de la drogue, soit parce qu'on a vu un échange à la visite, soit parce qu'on a fait une fouille et on a trouvé de la drogue. Quand je vois le détenu au rapport disciplinaire, je lui dis, ben voilà, je vous entends, je vais décider de la sanction après. La sanction, ça va être quelques jours d'isolement, peut-être une dizaine de jours, ça dépend un peu du contexte, de ce que le détenu va m'expliquer, de la quantité, de tout un tas de facteurs. Mais je lui dis, en le sanctionnant, voilà, cette sanction, elle a un temps déterminé, mais je veux aussi attirer votre attention sur nous. On est obligé de transmettre ces stupéfiants au parquet. Et il peut y avoir des poursuites pénales. Donc, c'est plutôt de dire... c'est pas pour dire je vous ai donné un coup de bâton, je vous en donne un deuxième. C'est pas tellement dans cette idée-là que je le dis, mais c'est plutôt dans l'idée de dire, voilà, la sanction que je vous donne, ça va passer. Et puis, si vous voulez reconsommer après, ben, vous le ferez. Je me rends bien compte que j'ai pas de pouvoir pour empêcher ça. Mais il faut que vous sachiez que ça peut avoir des conséquences importantes pour vous. Et donc, c'est peut-être... Voilà, si vous en avez la possibilité, si vous en avez le désir, c'est peut-être le moment de réfléchir à ce que vous voulez en faire par la suite. Voilà, je vous remercie pour votre...